Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Tout d'abord, ce que je veux dire, c'est que on est heureux de pouvoir t'agripper avant que tu ne reviennes. Donc, tu as été à chaud, si je peux dire, sur le terrain, témoin privilégié de tout ce qui s'est passé de par tous les contacts qui sont nombreux et, à mon avis, très, très riches que tu as sur place, de par l'image que Taïwan a pour toi, enfin, très profonde. Bon. Donc, on attend avec intérêt, effectivement, non pas des chiffres très, très précis, etc., mais effectivement, que tu dégages bien ton senti de terrain, si je peux dire, pour cet événement clé qui a été l'élection présidentielle et ses conséquences. Ça, c'est la partie intérieure à Taïwan qu'il faudra peut-être mettre en regard de la partie, je dirais, géopolitique, c'est-à-dire tout ce qui concerne donc les risques de conflits et les conflits avec la Chine, le problème des détroits, etc., etc. On y reviendra. Il y a les deux plans qui ne doit pas se confondre d'ailleurs, parce que la partie géopolitique, les menaces de la Chine, etc., ne doivent pas reléguer au second plan toute la richesse interne particulière de Taïwan. Le fait que c'est un pays qui a évolué considérablement depuis qu'il s'est créé, en quelque sorte, et qui a donc cette richesse intérieure, parfois sous-estimée, et qu'il faudrait faire ressortir. Et je pense que tu es dans une position particulièrement bonne pour dire en quoi, quelle est l'originalité de Taïwan et comment qu'est-ce que ça a comme, comment cette richesse intérieure va évoluer, donc, alors que l'élection présidentielle a eu lieu. Bon, je m'arrête là. Voilà. Alors, évidemment, c'est très vaste, hein, ta question, mais elle est très intéressante. Ça va nous introduire, nous amener à parler des choses fondamentales, en fait. Je vais commencer très brièvement par, finalement, qu'est-ce que c'est que Taïwan? C'est un peu dans ta question, cette richesse intérieure dont tu parles et le fait qu'on l'a souvent peu comprise, et parfois mal comprise, d'ailleurs. Bon, Taïwan, c'est quelque chose déjà de compliqué à la base. C'est-à-dire que c'est un régime autonome et indépendant, il n'y a aucun doute là-dessus. Seuls les gens qui connaissent pas très bien la situation, hésitent encore. Mais ça s'appelle la République de Chine, distincte de la République populaire de Chine sur le continent. Celle-ci, la première, la République de Chine étant, disons, un régime ancien par rapport à la République populaire de Chine, fondée en 1912 à Nankin, et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Chine nationaliste de Chiang Kai-shek récupère Taïwan du Japon, et puis 4 ans après, perd la guerre civile face à Mao, on connaît l'histoire. Ce qui suit est moins connu. La République de Chine, en fait, elle vient de récupérer Taïwan en 1945. Sur un plan de droit international, c'est un peu compliqué, mais ça peut s'expliquer, se comprendre. Bref, en tout cas, elle se réduit, cette République de Chine, à Taïwan à la période de 1949. Alors, ce qui se passe, c'est que la République populaire de Chine, dans un premier temps, n'a pas de visibilité internationale. Elle est très peu présente. Elle est absente de l'ONU jusqu'en 1971, et ses alliés, en gros, ce sont les pays des démocraties communistes, enfin des démocraties populaires communistes, et l'Union soviétique, les Britanniques pour des raisons liées à Hong Kong et quelques pays d'Europe du Nord. À part ça, la Chine est assez isolée, et c'est dans un premier temps, la Chine qui survit à Taïwan, la Chine républicaine, elle est considérée comme la Chine libre, voilà. Elle est toujours considérée comme un État souverain, mais il y a quand même déjà une ambiguïté. Exemple. Jusqu'en 1971, date de son expulsion de l'ONU, la République de Chine réduite à Taïwan continue à signer des traités en tant qu'État international reconnu. Et ces traités, aujourd'hui, sont toujours reconnus comme étant valides dans la collection des traités de l'ONU. C'est un point à rappeler. Bon. Mais on entretient toujours des relations diplomatiques avec elle, mais c'est un petit peu, comment dirais-je, c'est un petit peu déjà le début de la fin. Par exemple, la 4e République et la 5e République française n'enverront jamais d'ambassadeur à Taïwan, alors qu'on a notre ambassade qui est passée de Nankin à Taipei. Jusqu'en 1964, on n'a que des chargés d'affaires ad intérim. Ça montre bien que finalement, on sait que la vraie Chine, elle n'est pas là. Bon, elle existe toujours institutionnellement, la République de Chine est là, elle a co-créé l'ONU, elle a une existence, mais elle a quand même perdu sur le continent.
Alors, c'est ça, cette situation compliquée. C'est sur le plan de l'identité de régime, on a un régime importé qui vient de Chine, qui était censément démocratique, avec une constitution républicaine, qui instaurait un régime républicain, présidentiel, mais qui, dans les faits, a sombré dans la dictature une fois que le gouvernement de Nankin a perdu la guerre civile. Pour éviter que ce reliquat de la République de Chine ne disparaisse dans les oubliettes de l'histoire, il fallait à tout prix éviter que cette île proclame une indépendance. Alors, ça me permet d'arriver au deuxième point, qui est celle de l'identité. C'est quoi l'indépendance de Taïwan et dans quel cadre on peut comprendre ces élections présidentielles qui témoignent de l'existence d'une vie politique et évidemment d'un rejet de toute forme d'unification avec la Chine. Alors, ce qui va se passer dans les années 40, quand Taïwan est récupéré par la Chine, c'est qu'il va y avoir un mouvement de demande d'autonomie de Taïwan dans la République de Chine par rapport à Nankin. Et puis, quand cette république va se réduire à Taïwan et instaurer une dictature, eh bien, ce qui va se passer, c'est que ce mouvement va se transformer en mouvement pour l'indépendance de Taïwan. Alors, l'indépendance de Taïwan, c'est pas par rapport à la Chine continentale qui, à partir de 49, n'a jamais contrôlé Taïwan. La Chine communiste n'a jamais un jour posé le pied ou levé un impôt sur Taïwan. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on demande l'indépendance par rapport à cette république de Chine qui survit à Taïwan et dont on veut changer le nom, changer les institutions, changer la constitution, parce que tout ça vient de Chine et que c'est sous la dictature. C'est là que se forge le mot d'indépendance de Taïwan, qui est aujourd'hui repris à l'envi par les communistes qui en font bon usage, c'est-à-dire pour manipuler un peu l'opinion, et puis aussi par, finalement, les Taïwanais eux-mêmes, et nous aussi, hein, les spécialistes, parce que c'est rentré dans le langage commun. Mais c'est un vocable qui date des années 50, et qui désigne une réalité qui n'a plus lieu d'être désignée par ce mot, à savoir l'indépendance de Taïwan par rapport à un régime continental, la République de Nankin, voilà, et puis qui n'a pas du tout lieu d'exister si on parle là d'une indépendance par rapport à la République populaire de Chine, puisque celle-ci n'a jamais contrôlé Taïwan. Il ne s'agit donc pas d'une déclaration d'indépendance face au continent. C'est l'occasion d'en parler parce qu'on n'a jamais le temps sur les médias traditionnels de parler de ça quand on a 4 minutes à l'antenne. Voilà, comme ça c'est dit. Quand on parle d'indépendance de Taïwan, il y a 3 réalités derrière ces mots. La première, c'est cette idée historique d'une indépendance de Taïwan par rapport à la République de Nankin. Voilà, ça c'est la première. De cela, la Chine intègre une variante à cela, qui est complètement falsifiée, qui est l'idée que Taïwan voudrait proclamer son indépendance par rapport à elle. Ça lui permet de faire passer l'indépendance de Taïwan comme une sécession, c'est-à-dire un arrachement d'une portion de son territoire qu'elle contrôle par une sécession, une guerre civile, etc., ce qui n'est pas du tout le cas, et du coup de prévoir à l'avance qu'elle pourra se donner le droit d'utiliser la force pour l'empêcher, parce que le droit international, et la charte de l'ONU des Nations Unies en particulier, autorise le recours à la force pour parer à un mouvement sécessionniste qui va dépecer ou découper son territoire. Mais ce n'est pas du tout la situation sur le terrain. Ce qui se passe dans le détroit de Taïwan, ça n'est pas du tout un sécessionnisme taïwanais, c'est un irrédentisme chinois qui veut récupérer une île qu'elle ne contrôle pas. Donc c'est important de le dire. Ça, c'est le premier sens, en fait, du mot indépendance de Taïwan. C'est un sens historique et dévoyé. Il faut le laisser à cette période pour ne pas l'utiliser aujourd'hui pour ce qu'on veut décrire. Et ce qu'on veut décrire, pour lequel on emploie encore ce mot d'indépendance, c'est 2 autres réalités. Ça rajoute 2 sens à ce mot. Je vous parlais de 3 sens. Voici le second et le troisième. Le second, c'est qu'en fait, les indépendantistes, entre guillemets, à Taïwan, qui sont aujourd'hui pour la plupart des gens modérés, qui sont rentrés dans le moule temporairement de la République de Chine, ce sont des gens qui espèrent à terme normaliser le régime, c'est-à-dire changer le nom de République de Chine en République de Taïwan. Ça impose de changer de constitution, qui est plus celle de Nankin adoptée en 1948, mais ce serait une constitution de Taïwan, changer les institutions aussi, et puis changer l'identité de régime. De fait, la République de Chine, c'est Taïwan. Taïwan, c'est la République de Chine. Tout le monde le sait, mais ça reste encore des institutions amenées de Chine. Donc il y a une ambiguïté et ça ne satisfait pas les indépendantistes qui se séparent idéologiquement sur cette ligne de front. Est-ce qu'on collabore avec l'existant du moment? C'est-à-dire, est-ce qu'on prend les habits en fait de la République de Chine parce que c'est le seul outil qui permet à Taïwan d'étayer en fait sa souveraineté de droit dans la société internationale comme État souverain et indépendant, ou est-ce qu'on se dit, en fait, c'est scandaleux, on accepte. Et ça, évidemment, vous le comprenez, c'est les radicaux qui sont, et j'y reviendrai avec l'élection, très peu présents dans le paysage électoral et qui, pour un cas particulier que j'ai eu la chance d'étudier dans cette élection législative et présidentielle au sud de Taïwan, ont été laminés. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième sens, c'est celui de
on va changer le nom du régime. Et ça, en chinois, si on est rigoureux, ça ne s'appelle pas Xuanbu Duli, proclamer l'indépendance, ça s'appelle Gai Guohao, c'est-à-dire changer le nom du régime. Alors vous dites ça aux Taïwanais, bon, ils sourient un peu parce qu'ils trouvent que c'est un peu des particularités que seuls les universitaires vont soulever, sauf que vous voyez que distinguer les différences, c'est important, parce que ça nous permet de révéler que, en fait, la Chine joue à dessein de ces ambiguïtés pour faire passer le mouvement de défense de l'indépendance de Taïwan comme un mouvement de proclamation d'une séparation par rapport à son régime. Et quand je parle de défense du statut souverain et indépendant de Taïwan, c'est le troisième sens qui apparaît en fait aujourd'hui, qui est un peu inattendu, on l'avait peut-être pas vu venir. De fait, moi qui connais bien la politique taïwanaise et qui parle chinois, je peux vous assurer que c'est un nouvel usage que je ressent depuis quelques années, qui est qu'aujourd'hui, les indépendantistes du passé et le Parti démocrate progressiste au pouvoir d'aujourd'hui, ayant admis qu'il n'y a pas d'autre moyen de diriger Taïwan que d'accepter cette coquille institutionnelle de la République de Chine, eh bien, en fait, ce parti au pouvoir a négocié, et plutôt réussi d'ailleurs, un ralliement des troupes indépendantistes, des votants, derrière ce drapeau de la République de Chine qui fut jadis honni par ces derniers. Et du coup, c'est Taïwan qui a réussi ce pari. Jusqu'à 2016, c'était encore très tendu dans les camps indépendantistes sur le drapeau, les institutions de la République, etc. Bon. Et du coup, puisque la Chine attaque cette souveraineté de droit et de fait, mais pas comme disent tous les observateurs, de fait mais pas de droit, on entend toujours de facto mais pas de droit, c'est vraiment pas correct, c'est pas conforme aux faits. Eh bien, comme la Chine attaque et nie déjà en premier lieu l'existence de cette souveraineté de fait et de droit de la République de Chine dont elle nie la surveillance après 1949, eh bien, en bonne logique, les indépendantistes au pouvoir, quand ils parlent d'indépendance de Taïwan, ça n'est plus seulement proclamer un État souverain nouveau, mais c'est défendre la souveraineté de l'existant. En d'autres termes, pour le dire simplement, quand on parle d'indépendance de Taïwan, c'est protéger le fait que Taïwan, en tant qu'État souverain et indépendant, est aujourd'hui une entité indépendante dont l'indépendance et la souveraineté sont menacées par le changement du statu quo dans les droits de Taïwan. Donc on a là un troisième sens tout nouveau. C'était un peu long. Là, je pense que j'ai réglé son compte, j'espère en tout cas, à cette histoire et clarifié les choses. On peut maintenant, si vous voulez parler plus de la présidentielle, des résultats, des législatives aussi, bien sûr, de la participation et puis de ce que ça va avoir comme conséquence. Voilà. Merci beaucoup. Juste pour rebondir sur votre dernier point, j'aurais une question, c'est comment vous définiriez-vous aujourd'hui l'identité taïwanaise ? En quoi elle se distingue de la Chine continentale? Est-ce qu'on arrive vraiment sur deux pays ou deux mondes totalement distincts? Alors Arnaud, c'est une question que vous posez qui est très légitime et qu'on entend effectivement souvent. C'est une question que tout le monde se pose. Alors, je vais clairement pas avoir de réponse à la question « Qu'est-ce que l'identité taïwanaise ?» Ayant fait ma thèse sur les théories de l'identité sur le terrain taïwanais, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à dire que l'identité mouvante, plurielle, construite, relationnelle, c'est difficile à décrire. Mais la question est intéressante parce que tout le monde se pose finalement cette question de savoir si Taïwan, c'est différent de la Chine. Est-ce qu'il y a une trajectoire de dissociation, de distanciation, de différenciation? Bon, pendant longtemps, j'ai pensé et dit que, depuis un certain nombre de temps, Taïwan avait vécu une trajectoire culturelle, identitaire, historique différente de celle de la Chine et que finalement il y avait une forme de mouvement de spécification identitaire qui la rend très différente de la Chine. On pourrait normer sur un plan temporel cette période, depuis la démocratisation. Alors franchement, on avait la dictature à Taïwan et le totalitarisme en Chine, c'était très différent techniquement, mais concrètement, c'était des régimes absolument illibéraux. Et puis depuis la démocratisation, Taïwan, etc. Vous verrez, pas du tout convaincant. On peut anticiper encore plus en disant, oui, mais finalement, à partir disons, du repli de Chiang Kai-shek à Taïwan, c'est la dictature, mais finalement, Taïwan a une vie internationale complètement disproportionnée d'ailleurs à la taille de l'île et à son importance géopolitique avant cette période, et de se dire, Taïwan représentait la Chine à l'ONU, c'est quand même incroyable. Les Taïwanais sous la dictature ne pouvaient pas vraiment voyager à l'étranger, mais tout de même, c'était une île qui était en connexion avec le monde, au moins dans la société internationale officielle. Et c'est pas plus convaincant, vous allez voir pourquoi. On peut remonter en se disant,
Mais en fait, même sous les Mandchous, quand Taïwan était donc rattaché à un gouvernement continental, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus, le statut de Taïwan, même sous l'Empire mandchou, était différent de celui des autres provinces chinoises, sans doute parce que, c'est les conclusions que je peux tirer de mes travaux, les Mandchous avaient très peur des rébellions taïwanaises qui avaient des conséquences très pratiques. Une rébellion à Taïwan, un typhon dans le détroit, c'était la disette en Chine du Sud parce que les grains taïwanais ne pouvaient plus arriver à temps pour les populations. Donc les Mandchous donnaient un statut particulier à Taïwan, les Taïwanais étant autorisés à faire des choses que les Chinois ne pouvaient pas, ou on leur supprimait des interdictions que les Chinois se voyaient imposer, ou on leur interdisait des choses, par exemple utiliser les bambous, planter des bambous parce que ça peut faire des armes, que les Chinois pouvaient cultiver à leur aise. Donc on peut faire remonter le plus loin possible, mais en fait tout ça, c'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est que quand on voit Taïwan, par toutes ses expériences historiques, prendre une sorte de tangente qui va l'éloigner de la Chine, on est en train de postuler, sans nous en rendre compte, que Taïwan vient d'une matrice identique à celle de la Chine. Première objection, en fait, Taïwan n'a jamais été intégré à la Chine historiquement. Ce sont les Mandchous qui l'ont fait. Et alors, les sinologues me sautent à la gorge, on était complètement fous. Voilà, tu sais même pas que les Mandchous avaient adopté la langue chinoise comme langue officielle à cause du manchou. Pardonnez-moi de mon ignorance. Voilà, je fais quand même des cours depuis des années sur l'histoire de la Chine. Je sais très bien ça. Allons au-delà. Les Mandchous colonisent d'abord la Chine entre 1644 et 1662. Elle est asservie, elle est colonisée. Et à ce territoire qu'ils ont colonisé, les Mandchous ajoutent ensuite des territoires à leur empire dont la Chine n'est que partie, même si c'est la plus grosse partie. Et Taïwan fait partie de ce mouvement, des provinces qui sont ajoutées à l'empire mandchou par des Mandchous, et ce sont les Mandchous qui vont abandonner Taïwan aux Japonais en 1984. Première objection. Deuxième objection, en fait, l'histoire de Taïwan ne commence pas du tout au moment où la Chine a la bénévolence, la sagesse de s'intéresser à Taïwan. C'est pas du tout ça. En fait, l'histoire de Taïwan, on ne peut pas l'écrire avant 1600, le début du XVIIe, on n'a pas de source écrite, mais elle est peuplée, il y a une culture, il y a des cultures, il y a même du droit autochtone, indigène, il y a une civilisation indigène. Le mot est peut-être fort, mais je le revendique. Et finalement, c'est quand les Hollandais, en 1624, mettent le pied à Taïwan qu'on commence à avoir les premières sources écrites. Donc, déjà, ce sont des sources qui ne sont pas chinoises. Et si on se débarrasse de ce point de vue qui a prévalu pendant des années, des décennies, c'est-à-dire d'un point de vue continental, chinois et superbe, qui méprise beaucoup les marges, pour regarder Taïwan, on insularise le regard, on le globalise, on décentre en quittant l'empire, le paradigme impérial, et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, qu'en fait, Taïwan, aujourd'hui, récupère une indépendance qu'elle a perdue avec l'invasion de ce petit territoire chinois qui avait fondé les loyalistes à la dynastie Ming quand les Mandchous ont envahi la Chine, et ces loyalistes Ming qui ont pris la suite de ces Hollandais qui furent les premiers à inscrire Taïwan dans une trajectoire internationale et même globale à l'époque, puisque les Hollandais, en fait, ont intégré Taïwan dans leurs circuits commerciaux global par la VOC dès le XVIIe siècle. Donc, en fait, Taïwan, aujourd'hui, récupère son indépendance qui a été mise entre parenthèses pendant 4 siècles par différents pouvoirs continentaux, impérial mandchou, puis japonais, continental ou insulaire, puis continental chinois par la République de Chine pendant 4 ans, et puis enfin, d'une manière globale, par ce paradigme chinois qui pèse sur Taïwan par ses institutions et la pression de la Chine populaire, même si Taïwan est de fait et de droit indépendante. Bien. Une grande réponse. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment tout cet héritage donc particulier de Taïwan va être mis en avant, défendu, etc., par le nouveau président? Et Oui. ouais, j'aimerais. Non, mais pour ajouter à la question de Thierry, c'est aussi dans le cadre de la campagne, c'est par rapport à cette question de la souveraineté, enfin, tout ce que vous venez de détailler avec richesse, c'est
Qu'est-ce qui différencie justement les positionnements des deux principaux candidats, enfin du troisième aussi, mais Oui. du Parti démocrate progressiste et du Kuomintang? Parce que ici, Alors, pardon. Alors, ça nous ramène effectivement aussi à la première question de Thierry, donc à laquelle j'ai pas répondu, ce qui s'est passé pendant ces élections. Dans la conclusion de tout ce qui précède, on peut comprendre qu'on a ici une société totalement différente, sans même parler donc des institutions de l'île. On a une société différente qui a un héritage pluriculturel et qui est passée par une litanie d'expériences coloniales et de domination de l'extérieur. C'est de ça dont les Taïwanais veulent s'émanciper en abattant la dictature chinoise. C'est deux choses. En fait, le mouvement indépendantiste taïwanais a lutté à la fois contre l'autoritarisme, le fait que c'était un régime chinois et que donc il voulait mettre fin à ce nationalisme chinois. Bon, alors du coup, l'enjeu de ces élections, c'est effectivement, bon, on l'a tous dit et entendu énormément dans les médias occidentaux, c'est un peu un positionnement par rapport à la Chine. On ne peut pas l'éviter. Tous les médias l'ont dit, et même une collègue a fait une liste des titres des journaux américains sur l'événement. On a, dans la plupart des cas, le résumé de cette double élection à la question du positionnement de Taïwan par rapport à la Chine. Alors, c'est pas faux, mais de notre point de vue d'insulaire, bon, moi je suis pas insulaire, mais de chercheurs ici, bon, c'est un peu exaspérant parce que, en fait, c'est loin d'être seulement le cas. Il y a plein de questions qui sont des questions internes, voilà, et qui d'ailleurs ont décidé en grande partie du résultat, parce que, d'une certaine manière, le Kuomintang n'a pas été perçu par les électeurs, on pourrait faire la différence entre la présidentielle et les législatives, mais comme étant à même à la fois de proposer quelque chose d'intelligent et de clair sur la Chine. Quand on parle de la Chine, c'est la relation triangulaire Chine, États-Unis, Taïwan. Et puis surtout de quelque chose de cohérent avec les grands besoins de la jeunesse et les besoins de continuer la réforme du modèle social taïwanais et la sauvegarde de l'économie qui va bien, en gros, d'ailleurs. Quant au DPP, il est considéré par un certain nombre de personnes, et notamment les jeunes, comme étant aujourd'hui un peu un parti au pouvoir depuis assez longtemps, et trop pour pouvoir innover sérieusement dans sa politique aujourd'hui. Bon, c'est un peu injuste, mais c'est aussi le lot d'un parti qui a été 8 années durant au pouvoir, avec, c'est historique pour ce parti indépendantiste, une majorité au Parlement, ce qui n'était pas le cas dans la première expérience de président taïwanais du DPP, c'est-à-dire entre 2000 et 2008. Voilà. Bon, ça, c'était donc un obstacle à franchir pour les deux grands partis qui ont constitué le bipartisme, la structure bipartisane du Parlement depuis des années. Et puis, on avait quelques petits partis qui existaient depuis Taïwan, issus pour les uns des scissions du Kuomintang, pour les autres de la révolution des tournesols, quand la population, la société civile a pris le Parlement pour lutter contre des rapprochements trop risqués avec la Chine. Ces partis ont disparu, pour des raisons toutes différentes. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ce troisième parti qui a émergé, qui n'est pas très ancien, le TPP, le Minzhong en chinois, est un parti qui n'est pas qu'un parti de rupture disruptif par rapport à l'establishment, comme on dit un peu facilement. C'est effectivement un parti qui a su, en dépit d'une personnalité plus que problématique de son fondateur, très problématique. On n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais c'est voilà, à la fois un populiste, quelqu'un qui n'a aucun sens de la continuité de ses propos dans le temps, c'est très problématique, et qui dont a une posture chinoise, pro-chinoise tout à fait surprenante, inquiétante, et qui est d'autant plus surprenante qu'il a commencé par avoir l'appui du camp indépendantiste, parce qu'il montrait plutôt une disposition à considérer la nation taïwanaise comme étant l'objectif à défendre. Et ce parti-là a été souvent considéré comme un parti de disruption. Moi-même, d'ailleurs, voilà, jusque-là, je le vois. Ce mois que je viens de passer sur mon terrain, observer la campagne et la situation politique, m'a permis de comprendre qu'en fait, c'est loin d'être le cas. Enfin, c'est le cas, mais il n'y a pas que ça. Il a aussi su aspirer des intellectuels ou des gens assez brillants, dont un notamment qui était l'un des cerveaux de ce mouvement des tournesols en 2015. C'est quand même assez surprenant. Et puis, surtout, il a su attirer les jeunes. Les jeunes, c'est un tiers de l'électorat taïwanais aujourd'hui. C'est impressionnant. La tranche d'âge 18-39 ans, c'est un tiers de l'électorat.
Bon, donc ça fait une sacrée cohorte et ils ont massivement voté, en grand nombre, on va dire, en grand nombre voté pour ce candidat, qui d'ailleurs s'est un peu offusqué de sa défaite. Il l'a très mal vécu, il n'est pas du tout fair-play, en disant que il avait été pénalisé par le fait que les jeunes devaient aller ce jour-là, samedi dernier, au bureau ou à l'école, alors que les universités sont fermées. Et c'est un peu ridicule parce que tout le monde pouvait dire la même chose. Bon, c'est un parti un peu bizarre, mais il a su répondre, au moins dans la plateforme électorale, à toutes sortes d'attentes de la société et notamment des jeunes, de progrès sociaux, de progrès des salaires, d'amélioration des pensions sociales, enfin des aides sociales, et puis du problème dans lequel se trouvent beaucoup de gens aujourd'hui à Taïwan, qui est que on ne peut plus acheter de logements, avec notamment des salaires trop bas, qui est un vrai problème économique et social à Taïwan. Je ferme la parenthèse. En fait, ce parti a su rencontrer finalement une sorte de vide qui est créé par le fait qu'on a fait le plein sur l'identité. Alors, le vide et le plein sur un beau thème. En fait, l'identité taïwanaise, ça a été dur à construire. C'était à la fois contre le continent, contre l'autoritarisme, contre le nationalisme chinois, et finalement contre le monde. Parce que, et vous l'entendrez sur l'antenne de LCI, mon collègue Mathieu Duchâtel l'a dit tout récemment dans un entretien qu'on fait à deux, en fait, jusqu'à tout récemment, c'était pas gagné que le Parti démocrate progressiste, et notamment Lai Ching-te qui a été élu, ait la faveur de Washington. Si on se rappelle un peu toutes les 20 dernières, les 30 dernières années même, ça fait 30 ans que je regarde ça a toujours été le cas, Washington a toujours été très distant, très frais, très froid même, avec les indépendantistes, c'est-à-dire, nous on veut pas de problème, l'indépendance c'est pas notre souci, c'est pas notre objectif, on calme le jeu, le jour où vous déclarez l'indépendance c'est la guerre, on vous soutient pas. Bon, tout ça a beaucoup changé, je caricature, hein. Tout ça a beaucoup changé parce que les indépendantistes au pouvoir ont montré qu'ils avaient adopté ce format de la République de Chine et s'étaient bien abstenus de faire des choses qui auraient été interprétées par la Chine comme des provocations, même si ça ne se veut pas comme tel à Taïwan. Et les Américains ont compris que Taïwan, dirigé par le DPP, était un allié solide, et notamment un allié au moment où on lance la guerre commerciale contre la Chine, et que de proche en proche, finalement, c'est toute la perception de la Chine comme un compétiteur stratégique et comme un acteur capable éventuellement de lancer un conflit, et est en train de faire son chemin. Du coup, les Américains vont se mettre à soutenir plus franchement Taïwan, et ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'on est arrivé à ce que l'identité taïwanaise soit non seulement répandue, on a des sondages qui sont très très clairs là-dessus, on a un consensus sur le rejet absolu de toute forme d'unification avec la Chine, et puis on a une identification à Taïwan qui est absolument écrasante chez les individus. Sauf que, et en plus de ça, une sorte de reconnaissance internationale implicite avec ce que je viens de dire sur les États-Unis. La France est loin derrière, pour le coup, malheureusement. Et alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on a ces jeunes qui sont dans ces difficultés économiques, même si elles sont bien moindres que celles en Chine, qui sont catastrophiques pour la jeunesse aujourd'hui, taux de chômage considérable, bon, etc., eh bien, ces jeunes-là, leur préoccupation, c'est plus l'identité. Pour nous, les vieux de la vieille, voilà, on a vu ça se développer. Ceux qu'on a observés se sont battus, les générations présentes ont sacrifié leur vie. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est un état de fait. C'est l'air qu'on respire. Hein, on appelle ça une indépendance naturelle à Taïwan. Sauf que l'indépendance naturelle, zhizhandu, en chinois, eh bien, c'est un état de fait difficile à gérer pour les indépendantistes au pouvoir. Parce qu'ils sont coincés par ce plafond de verre de ne pas pouvoir déclarer l'existence d'un nouveau régime. Donc ils sont obligés de vivre dans l'existant, et quelque part, les petits jeunes qui sont les votants de M. Ke sont pas des gens qui vont faire un raisonnement géopolitique en disant bon, est-ce qu'on peut prendre le risque d'aller plus loin sur la déclaration d'un nouvel État sans risquer une guerre avec la Chine, sachant le positionnement des Américains, etc. Bon, c'est pas possible. Donc pour eux, ils enjoy, ils profitent, ils vivent cette identité. À Taïwan, on vit bien, c'est un État libéral, voilà, assez riche, il y a une sécurité extraordinaire, tout se passe bien. Enfin, pour ceux qui ont quand même de l'argent, bien sûr. Mais pour eux, se battre pour l'indépendance, l'identité, ça n'a pas de sens. Et c'est ça qui permet
à ces jeunes de se consacrer à des revendications qui vont faire que le troisième parti naît et probablement est là pour durer, à mon avis, à moyen terme en tout cas, alors que les autres ont disparu. Et là, il faut absolument que le Kuomintang se réinvente, 52 sièges cette fois-ci, que le DPP également réinvente un nouveau discours, pas seulement social, mais aussi politique et identitaire, 51 sièges, pour que finalement ce parti, 8 sièges, ne soit pas seulement un faiseur de majorité pour l'élection du président ou de la présidente du yuan législatif le 1er février, pas seulement un arbitre pour toutes les lois qui vont devoir être examinées et votées dans les 4 ans de la législature, mais qui soit, pour éviter qu'il ne soit pas seulement ça, mais qu'il soit également celui qui va proposer un nouveau schéma identité, géopolitique, relations dans le détroit, parce que le plan actuel, enfin le discours actuel de Ko Wen-je, l'ancien maire de Taipei, donc le président de ce parti qui était candidat à la présidentielle et qui hier a annoncé qu'il serait candidat en 2028, ne propose un modèle aux Taïwanais qui soit carrément un modèle d'unification pacifique pour éviter la guerre. C'est ça l'enjeu. Et du coup, en fait, de situation d'indépendance naturelle, Zhejiandou, on passe, sans s'en rendre compte peut-être, ou on risque de passer à une unification naturelle. Zhejiantong, c'est un nouveau concept. C'est en train d'être métabolisé aujourd'hui à Taïwan, en ce moment, et qui est de dire, mais finalement, on va peut-être se réveiller un jour, on sera devant un état de fait où la Chine, parce que le KMT, à mon avis c'est déjà le cas, ou le TPP un jour auront négocié derrière notre dos les conditions d'une unification pacifique, on va peut-être se réveiller en disant bon, la Chine accepte de désarmer et nous on va être conduits par un schéma qu'on peut pas prédire aujourd'hui à accepter finalement l'unification. C'est peu probable parce que la société civile est là et elle veille. Mais quand même, il faut pas perdre de vue que c'est une option et ça nous permet de dire voilà, l'identité évolue et que, pour répondre à votre question Arnaud, eh ben chacun a son projet et que en fait c'est pas une ligne droite et ça il peut y avoir des retours en arrière. Pour ce qui est de la plateforme des partis, j'ai pas encore répondu, mais si vous voulez, je le dirai après pour laisser un petit moment de respiration pour nos auditeurs, enfin voilà, les gens qui regarderont la vidéo. Oui, mais disons, c'est assez complexe, donc comment dire, cette évolution de l'identité et cette, comment dire, il faut vraiment une boule de cristal bien constituée pour essayer de prévoir comment les choses peuvent se passer compte tenu de ces stratégies de parti qui peuvent se révéler inattendues, d'après ce que je comprends. Néanmoins, il y a des réalités qui servent de référence, comment dire, forte et dure. C'est par exemple ce qui s'est passé à Hong Kong. Donc une réunification pacifique comme ça jure avec donc l'expérience historique de Hong Kong à laquelle se réfèrent même les jeunes, si je comprends bien, n'est-ce pas? Donc, est-ce que, comment dire, c'est un peu ce délaissement d'une identité, puisque donc elle fait partie de l'air du temps, de l'air que l'on respire, le délaissement pour aller vers une direction qui est marquée par certains points d'interrogation. C'est comment dire, comment ceci peut se combiner avec le côté assez tragique de ce qui s'est passé à Hong Kong. C'est la question que je poserais. Peut-être Alors, un petit peu laborieux, mais voilà. Non. Bah, à côté de mes développements compliqués, non, c'était très clair. Je vais te faire une réponse assez simple. La première est que
enfin en plusieurs points. La première, c'est que le modèle un pays deux systèmes ne s'applique pas du tout à la question. Mais le deuxième point, c'est que tout le monde le fait. Donc, c'est quand même une variable à évaluer. Le premier point, et je pense qu'on peut mieux le comprendre après ce que j'ai dit en tout début de notre échange sur la souveraineté du régime. La question de un pays de système, elle est très mal connue en fait dans son origine. Elle a été conçue par les Chinois, par le Parti communiste pour Taïwan et pas pour Hong Kong. Elle a été conçue à un moment où les Chinois du continent se rendent compte qu'ils vont pas y arriver et que en fait, attaquer Taïwan et libérer Taïwan, comme ils disent à l'époque, ils s'en sont totalement incapables. Et bien finalement, c'est une situation qui est appelée à durer. Et c'est un peu pathétique, c'est un peu un cri de douleur finalement du Parti communiste qui va faire des concessions considérables à travers ce schéma. Il est très très mal compris. Je vais essayer de l'expliquer. À travers ce schéma, pour décider les Taïwanais de revenir de leur propre fait dans le giron, comme ils disent, national. C'est l'état du mental du moment. Chiang Kai-shek, c'est un Chinois, Mao, c'est un Chinois, Taïwan fait partie de la Chine, et le discours que moi je tiens sur le fait que Taïwan n'a jamais fait partie d'une Chine historique, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. Mais ceux qui le tiennent, ce discours, savent qu'ils mentent, à la différence de Xi Jinping aujourd'hui, qui n'en a pas la moindre idée, tellement ils sont incapables de remonter en arrière et de voir comment ils ont inventé leurs mensonges à la même époque, entre fin 49 et janvier 50, quand les deux rives se séparent. En fait, à ce moment-là, les Chinois se disent que Taïwan fait partie de la Chine, ou plutôt ils le disent, même si jusqu'en 43, Chiang Kai-shek en Chine ne revendique pas Taïwan, et que jusqu'en 40, je sais plus quelle année, mais très tard, Mao Zedong à Yan'an parle encore d'aider les Taïwanais à obtenir leur indépendance par rapport au Japon. Voilà. On oublie ça. C'est dans Red Star Over China, j'invente rien. Enfin, Edgar Parti communiste sur cette base-là à l'époque, oui. Voilà. Du coup, en fait, les Chinois font mine de considérer que Taïwan fait partie de la Chine depuis les temps anciens, des deux côtés de Chiang Kai-shek et de Mao Zedong, du KMT et du PCC. En fait, l'idée là derrière, c'est d'attaquer l'autre et de légitimer cette attaque. La reconquête pour l'un, la libération pour l'autre. Mais en fait, la seule chose que veut Mao Zedong, c'est récupérer Chiang Kai-shek et mettre fin à ce régime dont il nie l'existence, mais qui existe bien. Bon, je ferme la parenthèse pour dire que c'est un État souverain, mais la Chine ne veut pas le reconnaître. Du coup, il propose quelque chose qui est bancal. Il propose aux Taïwanais d'abandonner leurs autorités, que les Chinois considèrent comme locales, mais qui est une autorité souveraine, pour se fondre dans le contexte. Comme ils savent que les Taïwanais ne vont jamais dire oui, qu'en plus c'est une dictature, donc ils n'ont pas leur mot à dire, que Chiang Kai-shek Chiang Ching-kuo à l'époque ne vont jamais accepter, ils font un max de concessions. Taïwan, dans le schéma un pays deux systèmes, garde, tenez-vous bien, son armée, son système économique, son système social et même des institutions autonomes. Mais la seule chose, ou les choses qu'ils perdent, c'est le passeport et le nom du régime. En fait, c'est la même chose. L'existence d'un État souverain, c'est dit implicitement. C'est pas dit explicitement parce que ça voudrait dire que la Chine reconnaît finalement qu'elle a menti en disant que ce régime n'existe plus. Mais c'est implicite dans le schéma, un pays de système. Et en fait, c'est pas que les Taïwanais l'ont refusé, c'est qu'en fait, ils n'ont même pas répondu. Chiang Ching-kuo, qui est au pouvoir à l'époque, en 81, ne daigne même pas répondre parce que ça n'a pas lieu d'être, ça ne les concerne pas. Ils sont souverains. Et alors du coup, les Chinois, faute de pouvoir le faire adopter par Taïwan, eh bien, il se trouve que en 84, Margaret Thatcher arrive à Pékin pour négocier ce qu'il va falloir faire en 97. Et en fait, il se passe un truc extraordinaire, c'est que les Chinois se disent « Ah, mais on a quelque chose, un pays de système ». Et pourquoi ils mobilisent ça pour Hong Kong? C'est pas juste parce qu'ils n'ont pas pu l'utiliser pour Taïwan et que c'est là disponible dans leur boîte à outils. C'est parce que, en fait, Margaret Thatcher, et là c'est encore un point qu'on voit pas, n'était pas obligée de rendre Hong Kong. Elle ne devait rendre que ce qu'on appelle les nouveaux territoires, qui étaient sous un statut de territoire à bail qui venait à échéance en 97. Le reste était propriété de la couronne britannique, c'est-à-dire l'île de Victoria et la péninsule de Kowloon. Voilà. Et c'est pour obtenir et sécuriser un statut spécial pour Hong Kong qu'elle a mis dans la balance, on vous rend tout et vous leur donnez ça.
Cette négociation-là, on l'a un peu oubliée. Mais en fait, les Chinois n'avaient pas le choix. C'est là qu'ils ont mobilisé la solution un pays deux systèmes. Et on peut dire que jusqu'à Xi Jinping, en gros, grosso modo, elle a été relativement observée par les Chinois. Voilà. Même s'ils ont, par plein de moyens, commencé à renier sur le système. Le vrai changement, c'est avec Xi Jinping, qui a fait disparaître de fait ce régime, ce système. Alors, maintenant, pour finir ma réponse de manière un peu plus simple, vu de Taïwan, on n'est pas concerné sur un plan juridique. Mais en fait, tout le monde l'a noté. Si vous voulez, pour un Taïwanais, et là je rejoins ce qu'a dit la presse occidentale, même si elle fait mine de ne pas comprendre que ça ne concerne pas Taïwan. Hong Kong était une colonie, Taïwan est un État souverain. Les Taïwanais ont leur mot à dire, on l'a vu avec ces élections. En fait, là où je rejoins la presse, c'est que l'effet a été terrible. Moins, j'ai envie de dire, sur les Taïwanais qui sont déjà conscients que la Chine, c'est abominable quand ça s'appelle Chine communiste, et qui sont majoritairement, en très grande majorité, contre l'unification, sous toutes ses formes. Mais l'effet a été plus pervers. Il a donné des arguments aux indépendantistes, et surtout, il a sapé complètement ce qui restait de crédibilité, peut-être, dans le discours des unificateurs et du Kuomintang, qui tendaient à dire, oui, mais bon, on ne va pas négocier là maintenant, on ne veut pas l'unification tout de suite, mais il ne faut pas abandonner l'option d'une unification à terme. Alors on s'est dit, bon, voilà. Ils sont complètement, vraiment incapables de voir que la Chine communiste, quel que soit son dire, est un régime autoritaire, qui est en train de devenir de nouveau totalitaire et qui, est capable d'écraser une population civile comme on l'a vu en Hong Kong. Donc ça a été un impact dramatique sur Taïwan. Mm-hmm. Arnaud, ok. Oui. Non, Arnaud. Je pense qu'il voulait... Voilà. Et pour vous, ce que vous avez dit, c'est que vous pensez que le Kuomintang a déjà engagé des négociations pour une unification avec le continent. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur le contenu de cette éventuelle négociation? Bon, je reprends mon avion demain, donc j'espère que j'aurai pas de soucis avant de partir. Non, je plaisante, bien sûr. Mais en fait, Xia Liyan, qui est le vice-président du Parti Kuomintang, on ne peut pas faire plus continental que lui, est allé 2 fois l'année dernière en Chine, en janvier ou février et en décembre. Donc l'année dernière, je parle de 2023. On ne sait absolument pas ce qu'il a dit à Xi Jinping et aux hiérarques du Parti communiste. C'est resté des discussions secrètes. On ne peut pas faire plus angoissant que ça pour un Taïwanais, évidemment. Mon point de vue, c'est qu'il y a de fortes probabilités que Xu Liyan ait négocié au nom du Kuomintang les conditions d'une réunification pacifique. De toute façon, ils sont pour l'unification. Si j'étais un membre du Kuomintang et que j'étais au Kuomintang non pas parce que j'ai des intérêts locaux, je suis taïwanais, que je parle taïwanais à la maison, j'ai absolument envie de l'unification, mais mes intérêts d'hommes d'affaires ou de femmes d'affaires font que dans ce banquet qui est, disons, que sont les affaires pour des hommes d'affaires, je ne veux pas perdre mes relations, donc je suis Kuomintang. Si j'étais quelqu'un comme ça, je me dirais, il faut tout faire pour éviter l'unification et le statu quo. Mais si j'étais un continental du Kuomintang, éduqué dans cette éducation grand chinoise, nationaliste, qui marque par exemple le précédent président, celui du Kuomintang, c'est-à-dire celui qui était au pouvoir de 2008 à 2016, Ma Ying-jeou. Si j'étais ça, je me dirais, bon, le moment pour réunifier les 2 rives, ma mère patrie avec Taïwan, eh ben c'est maintenant. C'est cette élection-là. Parce que on a déjà eu 8 ans d'indépendance, comme dans le troisième sens dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'indépendance de fait et de droit de la République de Chine, une île, quel que soit son nom, qui est indépendant. Et je me dis, mais en fait, les Américains sont en train de changer. Ils ont compris qu'une attaque de Taïwan, c'est à tous égards une catastrophe pour les valeurs du monde, pour les intérêts américains, pour l'économie mondiale, etc. Donc là, tout est gelé. Donc je me dis, si ça continue et que la Chine a les moyens et qu'elle est déterminée, que les Américains à un moment ont une faiblesse quelconque, on a par exemple un président qui ne bougerait pas en cas d'attaque chinoise, eh bien la guerre arrive. Et les unificateurs du Kuomintang sont pas des gens qui
qui veulent la guerre, même s'ils sont derrière l'unification, ils sont pas prêts à la faire à n'importe quel prix. Ils sont pas non plus des fous furieux. Enfin, ça dépend comment on caractérise ça. Du coup, qu'est-ce qu'il leur reste comme solution? C'est de dire, on va en Chine, et on voit à quelles conditions le Parti communiste serait capable d'accepter de baisser les armes et de négocier avec nous des conditions qui sont à l'avantage de Taïwan, et donc, de fait, revenir à une solution, un pays de système. Sauf que cette fois, elle serait acceptée par le Kuomintang. La seule variable et de taille qu'on ne connaît pas, c'est comment le Kuomintang revenu au pouvoir aurait pu négocier ça avec une population civile qu'il n'aurait jamais élue pour ça, et tous ceux qui ne l'auraient pas élu, ça aurait été de toute façon la descente massive des Taïwanais dans la rue, et qui aurait donné à la Chine une occasion d'intervenir, parce que ça aurait fait partie des catégories de situations, des types de situations que la Chine a depuis longtemps, et c'était, si ma mémoire est bonne, les 8 points du président Chiang, donc en janvier 95, les conditions qui conduiraient la Chine à attaquer Taïwan, c'est-à-dire une situation intérieure intenable, non maîtrisée, et qui conduit à la proclamation de l'indépendance. Donc on aurait été vraiment dans un cas très risqué. Ça ne s'est pas passé, parce que le retour au pouvoir du Kuomintang aujourd'hui, c'est pas vraiment envisageable, parce que ils auront beaucoup de mal à retrouver une présidence, mais bon, en l'occurrence, rien n'a filtré sur ces entretiens, et en bonne logique, si je fais une analyse politique et géopolitique, à sa place, j'aurais fait pareil. Évidemment, je ne serais jamais à sa place. Vous l'entendez bien. Et par rapport à justement cette différenciation entre DPP, enfin Parti démocrate progressiste, et Kuomintang, et le troisième parti, Parti populaire taïwanais, le président, William Lay, comme on dit en version occidentale, il a été élu avec 40%, et il n'a pas de majorité au Parlement. Donc, en même temps, il est minoritaire électoralement parlant. Et comment comment va-t-il gouverner avec le Parlement où il est minoritaire sur ces questions-là, mais aussi les questions internes, économiques, sociales, etc. Alors, je ne vais pas vous cacher qu'effectivement, quand on fait une analyse politique, on en conclut que ça va être une gouvernance assez difficile, et que ça dépendra de plusieurs facteurs. Le Parlement taïwanais est extrêmement turbulent. Les débats qui s'y viennent sont parfois très forts verbalement. Et le Kuomintang n'est pas le dernier en reste. Or là, ce sera le premier parti d'opposition qui se trouve être dans l'opposition présidentielle, mais majoritaire au Parlement, mais que d'une voix. Donc, le potentiel disruptif de chacun des deux partis d'opposition est minoré par le fait qu'ils sont deux et qu'ils se détestent. Autant leurs présidents respectifs que les électeurs qui ne votent pas pour le TPP pour que celui-ci collabore avec le KMT au Parlement. Bon, donc ça va déjà modérer les choses. Deuxièmement, il y a des mécanismes dans la Constitution de Nankin et ces multiples réformes des années 90 de renversement du cabinet. Mais en même temps, on a un exécutif dual qui est inspiré d'ailleurs en partie de la Constitution de la Ve République dans ses réformes de 97. Mais en fait, le président nomme le premier sans besoin d'une majorité. Donc le premier de cohabitation à Taïwan, c'est presque naturel, j'ai envie de dire, quand on n'a pas la majorité. On ne va même pas appeler ça une cohabitation. Donc ça tempère aussi un peu les choses. On peut imaginer qu'il va trouver un Premier ministre qui saura mettre de l'huile dans les rouages, et on peut espérer, ça c'est pas gagné, que le 1er février, le Parlement élise un ticket présidente ou bien et vice-présidente du Parlement qui soit à même de mettre de l'huile dans les rouages. C'est loin d'être gagné, parce que l'une des personnalités qui s'est présentée immédiatement, qui a annoncé immédiatement sa candidature, qui vient du Kuomintang, c'est cet abominable Han Kuo-yu, qui a été maire pendant 2 ans de Kaohsiung, qui a été quand même répudié par un vote populaire. C'est un populiste extrême, absolument indigne d'être un homme politique, et il s'est tout de suite présenté. Donc c'est quelqu'un qui est issu de la mouvance de Ma Ying-jeou, ce qui n'est pas du tout bon signe. C'est à la fois quelqu'un qui a oublié son cerveau au vestiaire, je pense, ou en tout cas, sauf quand il peut gagner de l'argent, tromper les gens, etc. Mais il n'est pas un nationaliste furieux. Sauf que les conditions
de sa candidature à l'époque à Kaohsiung et d'une possible candidature Parlement font que on peut craindre que reviennent encore des vieux discours sur le nationalisme chinois qui parfois qui souvent leur fait perdre des voix, mais qui parfois, dans certaines conditions, leur permet de se différencier des autres. Voilà. Et c'est surtout quelqu'un qui est tout sauf modéré, tout sauf intelligent. Et là, mais c'est pas forcément celui qui sera élu. Voilà. Après, Lai Ching-te, c'est quelqu'un qui a été à tort portraituré par beaucoup comme étant quelqu'un de radical. Il n'a jamais été portrayé comme un extrémiste. Mais radical, ça oui, et c'est faux. C'est à la fois faux parce que c'est pas quelqu'un qui a jamais eu une politique extrême lorsqu'il a été maire de Tainan ou premier ministre. C'est quelqu'un sur les relations entre les deux rives. On peut être certain, je mets deux mains à couper, qu'il va avoir la même politique de modération à toute situation égale, dans le détroit, que la personne dont il est la vice-présidente aujourd'hui. Et puis j'ai oublié ce que je voulais dire, donc je vais arrêter là, c'est mieux. Voilà. Arnaud Oui, Juste pour continuer un peu dans les prédictions, en fait, des élections vont avoir lieu aux États-Unis cette année. Il est possible que Donald Trump revienne à la Maison-Blanche. On sait qu'il a eu une position assez nette sur la situation taïwanaise. Vous, en cas de retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, comment vous voyez l'évolution au cours des 4-5 prochaines années? Alors, c'est une question qui, moi, m'intéresse particulièrement. Et dans notre pays, j'ai été, sinon le premier, du moins l'un des premiers à poser la question en liant la question de Trump, qui nous a intéressé très tôt, la question de son retour possible, à celle de Taïwan, qui m'intéresse particulièrement. Et ce que j'ai remarqué, je remarquais à l'époque, il y a déjà pas mal de temps, c'est que les soutiens d'un Donald Trump étaient déjà à l'époque plus larges que quand il a été élu, ce qui n'était pas vraiment bon signe. On voit que la possibilité qu'il revienne, voilà, elle est toujours là. Bon, je ne saurais pas prédire. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que, entre-temps, un énorme chemin a été fait sur Taïwan aux États-Unis. Tout d'abord, l'administration Biden, et c'est les derniers mois, et les dernières semaines, et les derniers jours de l'administration Trump qui ont initié ce mouvement. L'administration Biden a énormément avancé sur les relations entre les deux administrations au niveau officiel. Je ne parle pas des ventes d'armes, des programmes de coopération militaire, des échanges à haut niveau, comme on l'a vu depuis 2 ans. C'est la première chose. Deuxièmement, sur un plan politique, il y a aujourd'hui un consensus bipartisan qu'on retrouve pas seulement au Congrès, mais qu'on retrouve également dans les think tanks américains, et évidemment dans les deux partis principaux, sur Taïwan et contre la Chine, qui est absolument saisissant. Il y a encore 10 ans, voilà, on n'aurait pas pu le prévoir. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui va impacter aussi Trump. Troisièmement, il y a le fait qu'il y a cet état profond que Trump a lui-même dénoncé, c'est lui qui a presque, je crois, inventé même cette expression, qui pourrait agir, et j'espère que ce serait le cas dans ce cas-là, contre une politique trop clairement abandonniste, dégagiste des États-Unis sur Taïwan, et qui se permettrait de rappeler à Trump, s'il ne veut pas comprendre l'intérêt national et la stabilité économique du monde, qu'à la limite ses intérêts à lui, financiers et économiques en tant qu'homme d'affaires, seront impactés directement si les Chinois sont laissés libres dans les trois termes, parce que c'est tout le système économique mondial qui va s'effondrer. Je pense qu'on peut tabler sur les conseillers, l'administration et l'État profond pour le tenir dans la bonne direction. Maintenant, j'aurais posé l'analyse sous un autre angle, celui du regard des Chinois. Parce que dans ce que je fais, il y a aussi l'analyse politique du Parti communiste chinois, même si je suis loin d'être le plus compétent là-dessus dans notre pays, c'est le moins que j'ai pu dire. Mais j'observe de près quand même la politique chinoise depuis très longtemps, et évidemment, vous l'imaginez bien, sur Taïwan. Et sur Trump, il me semble pouvoir dire que les Chinois ont détesté sa présidence, pas seulement, et peut-être même pas en priorité, parce qu'il a eu des propos, lancé la guerre commerciale, etc. Ils l'ont surtout détesté parce qu'il était imprévisible,
et que les Chinois, les communistes chinois, ont horreur avant tout de l'imprévisibilité. Ça, quand on ne le comprend pas, on n'arrive pas à voir à quel point ils peuvent à la fois être mal à l'aise avec lui dans son premier mandat et tout à fait à l'aise dans son second, s'il en a un, parce qu'ils auront appris à gérer l'imprévisibilité de cet homme et qui pourront même en jouer sur la question du traité. C'est là que le rôle de la solidarité internationale autour des États-Unis sur Taïwan est essentiel, et c'est là, je me permets de le dire, que le signal, encore une fois, lancé par Emmanuel Macron en entrant en Chine est absolument désastreux, complètement mal informé et surtout inconséquent avec le centre du propos lui-même, qui est que l'indépendance stratégique de l'Europe devant être assurée, c'est pas de se détourner de Taïwan qu'il faut faire, c'est au contraire de réaliser que cette indépendance stratégique passe précisément par Taïwan. Donc il faut qu'on continue à affirmer à la Chine qu'il est juste hors de question qu'elle imagine un seul instant pouvoir attaquer Taïwan, parce qu'il viendra un jour où les Chinois seront peut-être pas en capacité de gagner une guerre contre les Américains, mais de faire un déni d'accès suffisamment important, mettons 72 heures, je sais par des sources bien informées que c'est précisément l'objectif du gouvernement chinois, 72 heures de blocage de l'arrivée des Américains pour que le gouvernement taïwanais se sous une telle pression qu'il tombe de lui-même. C'est une vue de l'esprit à mon avis, mais bon, prenons comme un fait acquis que c'est probablement leur scénario. Si ce jour arrive, eh bien, il faut pour éviter que ce jour arrive, il faut qu'on réalise que la seule chose qui fasse que la défense de Taïwan tient aujourd'hui, c'est juste un mot, la dissuasion. C'est pas la disproportion des forces seulement. Elle pourra changer à la faveur non seulement de l'évolution des capacités militaires chinoises, mais d'un changement de politique aux États-Unis. C'est la dissuasion qui fait tenir ça. Donc il faut surtout qu'on continue tous à dire aux Chinois qu'on n'a rien à dire sur la question de leur revendication, voilà, à minima qui ne nous impose pas de reconnaître leur souveraineté sur Taïwan comme étant légitime, mais qu'il faut surtout qu'ils soient conscients qu'on ne laissera pas faire. Et c'est la paix du monde, rien de moins, qui, je crois, en dépend. C'est la paix du monde, en effet, dans cette recherche de paix du monde, il faut prendre en compte tous les aspects que je qualifierais de rationnels, bon, mais aussi ceux qui sont irrationnels. Bon, cette irrationalité, entre guillemets, pour ce qui concerne la Chine, peut tenir aussi aux problèmes intérieurs épais, de plus en plus épais, qu'elle a, et qui peuvent en quelque sorte dérégler la machine politique en place. Tout le monde a pu voir, par exemple, des disparitions de ministres ou des changements de ministres de plus haut rang, la mise en prison d'un responsable militaire des missiles de longue portée et des plus modernes. Tout ça fait penser ou fait craindre que quelque chose, allez, appelons ça encore une fois, entre plusieurs guillemets, d'irrationnel puisse survenir. Alors, c'est pas la première fois dans l'histoire du monde qu'on est passé qu'on pourrait passer à deux doigts de quelque chose de peu réjouissant. Écoute, sur ce point, Thierry, bon, tu sais, on en a parlé tous les deux déjà. Moi, ce que je pense, c'est que ces facteurs d'irrationalité, on peut les prendre en compte, même sans faire de la théorie des jeux. On peut pas les modéliser, mais les prendre en compte dans un raisonnement qui, lui, par contre, est rationnel. Bon, c'est un facteur qu'on peut prendre en compte, notamment sur la pluralité des facteurs étant telle qu'on peut pas savoir lequel, à un moment, va être le plus important comme facteur de décision. Une conséquence directe de ça, c'est est-ce que une attaque de Taïwan peut être pour la Chine, disons, un ferment de solidarité pour détourner le regard de la population sur tous les problèmes. C'est un serpent de mer, une idée qui est souvent évoquée, jamais vraiment traitée, puisqu'on n'a pas moyen d'évaluer ce risque-là de manière pertinente.
Si on renverse les choses, moi je dirais plutôt le contraire. Encore une fois, en tant que politiste qui a fait ma formation de sinologue et qui enseigne sur la Chine, et qui, bon, voilà, j'ai quand même un sentiment profond qui est que l'obsession fondamentale des membres du Parti communiste au plus haut niveau, c'est de garder leur pouvoir. C'est de faire en sorte que le Parti communiste ne soit pas laminé de ce pays, quelles qu'en soient les causes. Une explosion générale, bon, peu importe. C'est l'obsession numéro 1 du Parti communiste, ça l'a toujours été. C'est dans leur gène, c'est dans leur génome, c'est dans leur programme. Et donc, du coup, si on prend les choses par cette lorgnette, on se dit qu'une attaque de Taïwan, elle est très risquée pour le Parti communiste. Parce que, sans trop détailler, mais j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, si les Chinois attaquent Taïwan avec, en l'absence, disons, de ce qu'ils vont appeler un casus belli, c'est-à-dire une provocation, c'est eux qui la nomment ainsi, et c'est pas du tout vécu comme ça à Taïwan sur le terrain, de la part de Taïwan. Donc ils attaquent de leur plein gré, sans casus belli, Taïwan, ils perdent la guerre. Je peux vous dire que la lame de fond, le tsunami sur la légitimité du parti à diriger la Chine, elle sera considérable. Donc, la survie même du Parti communiste dans un tel cas est même peut-être mise en doute. Il faut raffiner l'analyse. Imaginons, je le dis souvent, mes étudiants, on en parle, je parle déjà dans un entretien, que le Parti communiste soit contraint d'attaquer avec un casus belli, et même en étant conscient que la disproportion des forces, la préparation américaine, les alliances de Taïwan, ça, font qu'ils vont perdre la guerre. Ils la feront quand même. Pourquoi ? Parce que c'est une question d'honneur national. Pour les mêmes raisons que je viens de dire, la légitimité du parti en découle. Et là, ils lancent une guerre, ils la perdent, ils restent légitimes parce qu'ils ont défendu la mère patrie contre l'agression occidentale ou l'aventurisme des indépendantistes, quelle que soit la manière dont on le parle. Donc ça, c'est intéressant parce que le même phénomène va conduire à ce que le parti reste légitime ou pas. Et quand on dit ça, on se dit, si j'étais Xi Jinping et tous les autres, je réfléchirais à 2 fois avant d'attaquer Taïwan. Et c'est exactement ce qui se passe depuis 30 ans. La guerre de Taïwan à Taïwan, on en parle depuis, en gros, l'arrivée de Jiang Zemin au pouvoir. Disons, le milieu des années 90. Et c'est de plus en plus, disons, prégnant comme question, parce que la Chine construit son outil militaire à grande vitesse. Je ne vais pas détailler, tout le monde le sait. Mais, comment dirais-je, en même temps, la dissuasion américaine fonctionne. Donc, si j'étais Xi Jinping, je n'abandonnerais pas la construction d'un outil militaire, mais je serais aussi conscient que non seulement la géopolitique du monde aujourd'hui n'est pas favorable à mon action armée contre Taïwan, et qu'en plus, elle l'est de moins en moins. Tous les mois qui passent voient se renforcer la détermination, enfin, la conscience des Occidentaux de l'agressivité chinoise et des dangers multiformes que ce pays pose avec le Parti communiste aujourd'hui, et chaque mois qui passe voit ces alliances, ces ententes, ces échanges de pratiques, d'informations, de formation s'approfondir. Donc la situation géopolitique est de moins en moins favorable à la Chine. Alors ça veut dire que si je dis Xi Jinping, qu'est-ce que je dis ? Je vous livre le cœur de mon analyse prospective. Ouais, le cœur de mon analyse prospective, c'est pas une analyse sur les faits, hein, c'est une analyse qui prend en compte les tendances, mais aussi surtout les objectifs et les fondamentaux du Parti communiste. À mon avis, Xi Jinping, voilà, c'est le premier chef d'État chinois et secrétaire général du Parti communiste qui, en fait, est rassemblé des conditions incroyables qu'il faut réunir, qu'il faut, au sens de la nécessité historique, qu'il faut réunir, c'est-à-dire, pour la réunification, c'est-à-dire une date et une obligation mentale en dénonçant le fait que ça a toujours été passé de génération en génération jusqu'à c'est-à-dire, il déclare que Taïwan doit être réunifié à la mère patrie avant le centenaire de la République. Il met en place un outil militaire pour limiter l'accès des États-Unis à la zone, et il déclare qu'on ne peut plus continuer à passer le dossier taïwanais de présidence en présidence, d'équipe dirigeante en équipe dirigeante. Et c'est celui qui fait sauter le verrou de l'interdit de dépasser 10 ans pour l'équipe dirigeante.
conclusion, d'une certaine manière, il se met en charge de cette nécessité historique de la réaliser et de faire l'unification. Mais enfin, quand on dit ça, on a compris qu'il y a un problème dans le raisonnement. Le problème, il est où? C'est qu'on n'a pas compris que Xi Jinping ne va pas faire plus de 20 ans. Il est parti pour un troisième, donc pour un quatrième. La logique politique chinoise le veut. Mais il n'ira pas au-delà. Si toutefois, il va jusque-là. On dit, président Xi, ça n'a aucun sens. Il peut mourir, il peut être dégainé du pouvoir, il peut être assassiné, ça peut arriver. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que lui, sans doute, à mon avis, part pour un quatrième mandat. La question, c'est, veut-il ou non réunifier Taïwan avant ou pas? Là, il y a des voix divergentes. Moi, j'ai entendu des sources chinoises, bon, visiblement très bien informées, mais c'est toujours très dur en Chine de savoir à quel point ils assument la propagande du parti. Ils ne diront jamais la vérité, même dans une relation à deux avec un occidental. J'entends des voix qui disent l'objectif de Xi Jinping, c'est de ne pas laisser l'indépendance de Taïwan durer plus que son troisième mandat, de faire la guerre et d'assumer pendant son quatrième mandat les conséquences dramatiques pour la Chine, probablement sur un plan économique, militaire, humain, etc. Première version. Mais la propagande, là, n'est jamais loin. Bon, deuxième version, c'est ce que moi je pense, et j'espère ne pas me tromper. Xi Jinping, lui comme les autres, il veut pas que son pouvoir soit mis en risque. Alors certes, c'est lui qui a dit ceci, cela sur Taïwan. Mais bon, si j'ai pas tort en pensant qu'il va pas aller au-delà de son quatrième mandat, eh bien en fait, il partira dans 8 ans maintenant, sans avoir pu conduire une guerre, s'il est rationnel et qu'il veut protéger la stabilité du parti, et à condition que les États-Unis continuent à pratiquer une dissuasion ferme, c'est-à-dire à situation égale, et il partira du pouvoir la tête haute, en fait. Il n'aura aucun problème à assumer de ne pas avoir fait la guerre, parce qu'il dira à ses compatriotes, écoutez les gars, moi, j'ai construit cet outil militaire qui est à votre disposition le jour où, et il partira, je vous le dis, la tête haute. À mon avis, la guerre dans le détroit de Taïwan, elle n'aura pas lieu, pour peu qu'on continue à en dissuader la Chine. Oui. Stéphane, voilà un peu plus d'une heure que nous échangeons et je te propose de clore notre discussion sur cette note optimiste, en tous les cas, que la guerre n'aura pas lieu. Ce n'est pas la guerre de Troie, mais la guerre de Taïwan n'aura pas lieu, espérons-le. Mille merci, bon retour en France, et de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau sur le sujet, il n'est pas clos. Oui, il n'est pas clos, et en tout cas, c'est quelque chose, ce qui ressort tout à fait clairement, c'est que notre tranquillité en Europe, notre avenir dépend bien plus étroitement que ne le pensent beaucoup de gens de ce qui se passe chez nos frères et nos sœurs de l'autre bout du monde. Une belle conclusion. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir recontacté pour ce deuxième entretien. J'espère que nos auditeurs vont aimer les échanges. Et puis je vous retrouve avec plaisir bientôt en France. Voilà. Merci beaucoup Stéphane.